Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux donc de vous souhaiter la bienvenue à titre de directeur du CRCCF à cette première activité du centre pour 2025, activité qu'on organise dans le cadre de la série des rendez-vous du CRCCF, qui est une de nos nombreuses séries de causeries conférences. Celle-ci est consacrée tout particulièrement à la mise en valeur des travaux de nos collègues spécialistes en études sur la francophonie canadienne. Merci donc de votre participation, d'être venus nombreux en présentiel et aussi donc en ligne pour ceux qui se joignent à nous via l'Internet. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir, l'honneur d'accueillir Madame Ariane Brun-Belleret, qui est une des nôtres à plusieurs titres. Ariane, elle est chercheuse en résidence ici même au CRCCF. Elle a aussi fait ses études de doctorat à l'Université d'Ottawa, au département de français, sous la direction de notre collègue Lucie Hott. Elle a un parcours impressionnant. Elle est actuellement archiviste de littérature de langue française à la Bibliothèque et Archives Canada. Entre 2020 et 2023, elle a été chercheuse postdoctorale banding au CRILC, c'est-à-dire le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec de l'Université de Montréal, chercheuse postdoctorale aussi à l'Université de la Colombie-Britannique au Canada. En 2022, elle publiait un ouvrage important, Décoder le lecteur, la littérature franco-canadienne et ses publics, aux presses de l'Université de Montréal, sur l'ordinateur. Ouvrage qui a été donc finaliste au prix Gabriel Roy et au prix du livre d'Ottawa. Aujourd'hui, donc, encore une fois, nous avons l'honneur de la recevoir chez nous, chez elle aussi, en quelque sorte. Elle va donc nous prononcer une conférence qui a pour titre, un titre intriguant, très, très beau titre, La francophonie canadienne dans la littérature québécoise récente, autopsie de quelques cadavres encore chauds et autres figures de la hantise. Merci donc, Ariane, pour ta présence. On a très hâte de t'entendre. La parole est à toi. Merci. Je voudrais juste confirmer qu'on entend bien en ligne. C'est ma seule crainte. Ça marche parfait. OK. Alors, merci Michel, merci le CRCCF pour cette superbe invitation. Puis, je vais l'avouer, me permet d'insuffler un peu de vie à un projet qui n'est pas beaucoup, mais qui pourrait très bien devenir un cadavre encore chaud lui-même si je n'y mets pas un peu plus d'avantage. Alors, merci. Je salue aussi Maureen, ma gestionnaire, Catherine, ma directrice, qui ont accepté que je donne cette conférence aujourd'hui. Et j'aimerais en profiter pour souligner que les opinions exprimées ici sont entièrement les miennes à titre de chercheuse indépendante et non celles de mon employeur, évidemment. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont déplacées dans la salle, en ligne. Je ne m'attendais pas à avoir autant de gens. Ça me touche énormément. Alors, on va commencer par identifier notre premier cadavre, si on veut, la littérature canadienne française. On raconte que la littérature québécoise est née des cendres de son aïeul, la littérature canadienne française, quelque part entre 1945 et 1960. C'est un moment qui correspond évidemment au déclin et ensuite à la mort du Canada français, cette nation qui unissait les francophones du Québec jusqu'à la côte ouest du Canada. Et là, je rappelle que l'Acadie fait figure à part parce qu'il s'agit historiquement d'une colonie distincte de la Nouvelle-France. Par contre, depuis une vingtaine d'années environ, la littérature québécoise semble tout à coup habitée par son ancêtre canadien-français. Le nombre d'œuvres littéraires qui mettent en scène des éléments de l'ancien Canada français ou de l'actuelle francophonie canadienne, donc un terme que je vais employer dans le sens hors Québec ou minoritaire, est en forte croissance. Donc, le professeur de littérature Jean Morancy fait le même constat que moi. D'après lui, je cite, une foule d'œuvres littéraires publiées depuis les années 1960 jusqu'à nos jours s'appuie sur une certaine nostalgie du Canada français. Mais depuis 2005, ce mouvement serait en train de s'accélérer suffisamment pour qu'on puisse parler, d'après lui, d'un changement de paradigme en littérature québécoise. Et c'est ce changement de paradigme qui m'a intéressée dans le cadre de mes recherches postdoctorales sur lesquelles je travaille encore maintenant. Au cours de mes recherches, j'ai répertorié en fait près d'une cinquantaine d'œuvres québécoises parues depuis 2005 qui portent de près ou de loin sur le Canada français ou la francophonie canadienne, des œuvres narratives surtout. Il y en a aussi en théâtre, mais je n'ai pas trop exploré le théâtre ni la poésie.
Quand je dis de près ou de loin, ça peut être une mention, mais ça peut aussi être central à l'histoire. Donc, il y a différents cas de figure, différents degrés ici de représentation. Par contre, presque toutes les provinces et tous les territoires canadiens sont représentés dans ce corpus, ainsi que certaines parties de ce qu'on peut appeler la Franco-Amérique, mais je n'aurai pas l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Qui a écrit ces œuvres? Ce sont des écrivains qui appartiennent à plusieurs générations, qui sont nés entre 1937 et 1994, hein, donc c'est très vaste. La majorité d'entre eux, par contre, je dirais, sont nés dans les années 1970 et 1980, c'est-à-dire après les États généraux du Canada français de la fin des années 60, mais avant le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995. Donc, ils auraient vécu ce référendum. La plupart de ces écrivains et écrivaines ont une chose en commun, c'est-à-dire un lien ou une expérience personnelle qui les rattache à l'une des communautés franco-canadiennes. Donc, par exemple, soit ils ont effectué un voyage initiatique dans leur jeunesse vers l'Ouest canadien, soit ils ont de la famille élargie qui habite en Ontario, soit ils sont nés en Acadie parce que leurs parents étaient là de manière plus ou moins temporaire avant de déménager au Québec, et ainsi de suite. Donc, évidemment, je suis consciente qu'en études littéraires, on décourage les lectures biographiques de ce genre, mais je trouve que c'est quand même important de le mentionner parce que c'est quand même frappant de toujours finir par trouver un lien personnel à la francophonie canadienne dans les œuvres qui font partie de mon corpus. Et ça montre aussi que si on souhaite rapprocher le Québec et la francophonie canadienne, alors il faudra trouver des façons de multiplier les points et les occasions de rencontre. Alors, les œuvres de ce corpus élargi relèvent de plusieurs genres littéraires, bandes dessinées, romans pour adolescents, littérature populaire et ainsi de suite. Je dirais d'emblée qu'elles n'ont pas forcément les mêmes qualités littéraires, ce qui n'empêche pas qu'on puisse traiter ces œuvres, ces textes comme un discours québécois qui dit quelque chose du Canada français et de la francophonie canadienne. Il est aussi fascinant de constater que ce corpus, malgré sa pluralité et d'une grande constance, il est presque entièrement traversé par deux tropes dominants, des figures dominantes, qui se superposent souvent. Donc, dans certaines œuvres, on va trouver les deux tropes dominants qui sont d'abord la route, ou plus largement le voyage et le déplacement, qui permet justement une rencontre avec la francophonie canadienne, qui survient souvent par hasard. Il y a aussi beaucoup de rendez-vous manqués, par contre, dans ce corpus. Et la deuxième figure dominante, ce serait la mort, la disparition, l'assimilation, qui se manifeste aussi souvent par toutes sortes de figures spectrales, à mon avis. Je me suis aussi rendu compte dans mes recherches que la métaphore de la hantise apparaît chez plusieurs chercheurs et chercheuses qui s'intéressent aux relations que le Québec entretient au Canada français. Je vais vous donner 4 exemples, vous allez voir, à commencer par Jean Morancy. Donc, d'après lui, tout se passe comme si les grandes plaines de l'Ouest, les forêts de la Huronie, les bayous de la Louisiane, les dunes de l'Acadie, mais aussi les villes de la Nouvelle-Angleterre et du Haut-Michigan revenaient hanter la vallée du Saint-Laurent et entrer en dialogue avec ses habitants. C'est moi qui souligne le verbe hanter ici. Une citation que j'aime beaucoup parce qu'elle évoque vraiment les lieux de la diaspora canadienne-française. Donc, deuxième exemple, cette fois de Céline Philippe, une chercheuse franco-ontarienne qui a travaillé sur la question nationale dans le théâtre québécois. Elle remarque, je cite, « La mémoire du Canada français dans son ensemble, et surtout la première moitié du 20e siècle jusqu'aux années 1960, revient hanter plusieurs œuvres des années 1980 à aujourd'hui encore. » C'est moi qui souligne. Troisième exemple, de Pierre Neveu, cette fois spécialiste de littérature québécoise, mais qui a enseigné en fait en Ontario durant quelques années aussi, et qui est un grand lecteur, je dirais, de la poésie acadienne et franco-ontarienne. Il écrit « Se pourrait-il que l'interpellation canadienne-française ait repris aujourd'hui de la vigueur et de la valeur? » Il ajoute « Comme poète, comme intellectuel, comme professeur, cette question n'a jamais cessé de me hanter. Elle me hante plus que jamais aujourd'hui. » Et enfin, chez le sociologue québécois Fernand Dumont, il emploie lui aussi le verbe hanter dans un article qu'il a écrit sur la référence canadienne-française et qui devait en fait servir d'introduction à son prochain ouvrage, un livre qui n'est jamais paru parce qu'il est décédé entre-temps. Alors voici ce qu'il écrit. Gardant à l'esprit ces liens au Canada français, qui ont longtemps marqué en profondeur la référence de la société québécoise, nous allons dorénavant nous attacher pour elle-même à cette société, non sans que nous hante la nostalgie de la vieille solidarité des francophonies d'Amérique. Alors,
À partir de là, je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que la littérature québécoise récente, celle qui voit ressurgir la référence canadienne-française pour parler comme du monde, ou franco-canadienne, et qui s'intéresse tout à coup de près ou de loin à nous, pourrait être hantée? Est-ce que cette hantise pourrait être comprise au sens figuré, c'est-à-dire celui d'être obsédé, d'avoir l'esprit préoccupé, et au sens propre, c'est-à-dire d'être habité par des fantômes? Et c'est l'hypothèse que je souhaite explorer aujourd'hui. Donc, afin de prendre la mesure de cette hantise, je propose d'ancrer ma réflexion dans l'anthologie, un cadre théorique que je vais présenter brièvement parce qu'il m'aide à réfléchir à tout ça. Ensuite, nous allons disséquer ensemble quelques œuvres québécoises qui portent sur le Canada français ou la francophonie canadienne pour tenter de voir pourquoi on y retrouve des fantômes, des morts vivants, des spectres, bref, des cadavres encore chauds et d'autres figures de la hantise. En conclusion, je vous présenterai les résultats préliminaires de mon autopsie sur ce phénomène que je nomme l'étrange présence-absence du Canada français et de la francophonie canadienne dans la littérature québécoise récente. Bon, un dernier mot avant de poursuivre. Je dois vous avouer que lorsque je parle de ce projet de recherche à certains spécialistes de littérature québécoise, il arrive qu'on me dise que je fais carrément fausse route, que la littérature québécoise ne s'intéresse pas à ces questions, ne parle pas de ça. C'est comme si ces représentations canadiennes-françaises ou franco-canadiennes passaient plus facilement inaperçues aux yeux d'un lectorat québécois. Peut-être qu'elles apparaissent surtout aux lecteurs et lectrices sensibles à la francophonie canadienne, comme c'est le cas de Jean Morancy, de Sylvie Philippe, de Pierre Neveu et de moi aussi. Donc, ça prend peut-être un lecteur ou lectrice franco-canadien pour voir ces fantômes-là. Ce genre de réaction que je reçois ajoute en quelque sorte à la spectralité du phénomène qui m'intéresse. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour convoquer les figures spectrales de quelques œuvres pour vous montrer qu'une partie non négligeable de la littérature québécoise qui s'intéresse au Canada français, à la francophonie canadienne, est bel et bien hantée, un phénomène que l'anthologie peut peut-être nous aider à comprendre. Alors, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Bon. Alors, le terme anthologie est un jeu de mots inventé par Jacques Derrida sur le mot ontologie, qui désigne l'étude de l'être. Derrida emploie le mot anthologie dans son livre Spectre de Marx, paru en 1993, un ouvrage dans lequel il s'interroge en fait sur l'héritage du communisme. Il va écrire, appelons cela, l'héritage communiste, une anthologie. Cette logique de la hantise ne serait pas seulement plus ample et plus puissante qu'une ontologie ou qu'une pensée de l'être, elle abriterait en elle, mais comme des lieux circonscrits ou des effets particuliers, l'eschatologie et la théologie même. Cette fois, c'est lui qui souligne. Donc, tandis que l'ontologie porte sur l'être, l'anthologie avec un H, ontologie, s'intéresse plutôt à ce qui est et n'est pas à la fois, donc à ce qui est en n'étant pas. Ce qui nous rappelle justement cette idée de la présence-absence dont j'ai parlé tantôt. Donc, après Derrida, l'anthologie, comme notion théorique, va réapparaître et gagner en popularité grâce à des critiques de musique britanniques. Dans un livre intitulé Spectre de ma vie, écrit sur la dépression, l'anthologie et les futurs perdus, qui est paru en 2014 et qui a été traduit par le français en 2021, Mark Fisher décrit l'anthologie comme, je cite, la puissance d'agir du virtuel. En anglais, il écrit The Agency of the Virtual, où le spectre est compris non comme une chose surnaturelle, mais comme tout ce qui agit sans exister physiquement. L'anthologie, selon lui, aurait deux directions ou sens possibles. Alors, la première direction de l'anthologie renvoie à ce qui n'est concrètement plus, mais qui demeure effectif comme virtualité. Le second sens de l'anthologie tient à ce qui, dans les faits, n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà effectif dans le virtuel. Donc, un attracteur, une anticipation qui conditionne le comportement actuel. Alors, dans le cas qui nous intéresse, c'est surtout en amont que le Canada français continue à agir sur la littérature québécoise récente, même si on dit qu'il est mort et enterré depuis les fameux États généraux du Canada français qui se sont tenus à la fin des années 1960. En aval, c'est possiblement la francophonie canadienne qui hante le Québec. À partir du Québec, la francophonie canadienne est décrite comme étant peuplée de cadavres encore chauds, selon une expression de l'écrivain Yves Beauchemin, et de dead ducks, selon une autre expression du politicien René Lévesque. Donc, des figures spectrales qui refusent de mourir tout à fait,
qui s'obstinent à survivre dans des conditions inimaginables pour les francophones en situation majoritaire. Cette francophonie canadienne agonisante, d'un point de vue québécois, représente ainsi l'un des futurs possibles qui guette la société québécoise où la place du français va en s'amenuisant. Alors, en plus de ces futurs possibles, voire probables, qui agissent déjà sur nous, qui nous hantent déjà, l'anthologie nous incite à tenir compte des futurs passés ou perdus, c'est-à-dire des avenirs attendus qui nous hantent encore, même si on sait qu'ils n'adviendront pas. Donc, dans la langue française, on exprime ces futurs perdus par l'emploi du conditionnel passé. Le Canada français aurait survécu si, par exemple. Dans ce cas-ci, il peut s'agir peut-être de ce rêve d'une Amérique française, d'une francophonie coast to coast to coast, dont on aurait de la difficulté collectivement à faire le deuil. Après tout, la hantise, selon Fisher, n'est essentiellement qu'un deuil raté. Alors, transposer l'anthologie aux études littéraires, à des textes littéraires, comme je propose de le faire, est une tendance qui est assez récente. Elle consiste à traquer ce qui hante les textes littéraires. Il peut s'agir d'autres textes littéraires qui apparaissent de différentes façons, donc par allusion, référence, intertextualité, ou encore par la présence de thèmes récurrents, obsédants. On s'intéresserait alors au sens figuré de la hantise. Mais il peut aussi s'agir de personnages de fantômes, de spectres, de morts-vivants et d'autres figures de la hantise. Et ça, ce serait le sens propre de la hantise. Et plusieurs œuvres littéraires qui ont été analysées dans une approche anthologique sont aussi hantées de cette façon très concrète. Alors, c'est d'ailleurs le cas des romans et nouvelles récemment parus au Québec dont je vais vous parler aujourd'hui. Ces œuvres multiplient les figures spectrales. Elles sont hantées, comme on le verra, par des femmes fantômes, des forces invisibles, des villes fantômes, des maisons hantées, des écrivains fantômes, qui sont toutes en quelque sorte une variation de ces cadavres encore chauds, de ces dead dogs. Qu'ils soient véritables ou explicables, parce que les textes vont souvent fournir des explications ou une raison logique pour ces phénomènes, on va voir que ces figures spectrales servent souvent de métaphore pour le Canada français ou d'une sorte de raccord entre le Québec ou la francophonie canadienne. Donc, j'ai prévu 7 exemples, mais on va probablement seulement faire les 6 premiers parce que j'aimerais bien nous garder du temps pour discuter. Premier exemple. Pardon, je suis Premier exemple, la femme fantôme. Donc, parmi les nombreuses figures spectrales qui hantent la littérature québécoise sur le Canada français ou la francophonie canadienne, je vais commencer par vous parler d'une étrange femme fantôme qui apparaît dans le recueil de nouvelles Arvida. Cette nouvelle est intitulée Antigonish et met en scène un narrateur qui traverse la Cabot Trail en Nouvelle-Écosse en pleine nuit et en plein orage, lorsque tout à coup une femme surgit au bord de la route. Elle est vêtue, je cite, d'un manteau rouge court, déboutonné, au-dessus d'une grande robe blanche. Le narrateur va être surpris par cette apparition, alors il met les freins, quitte sa voiture et retrace son chemin à pied pour essayer de retrouver la femme, mais elle a disparu. Des années plus tard, le narrateur se souvient de cette étrange apparition en ces termes. Je cite. Personne ne m'avait jamais parlé d'une femme au manteau rouge qui hantait la Cabot Trail et de toute façon, la mienne ne faisait même pas de pouce. Bien sûr, je sais que je n'ai pas vu de fantôme sur la route ce soir-là. Je suis peut-être vieux aujourd'hui, mais je ne suis pas fou. Alors, est-ce que le narrateur pourrait se tromper? Est-ce que c'est un narrateur fiable? Est-ce qu'il est possible que le fantôme d'une femme drapée des couleurs du drapeau canadien, donc rouge, blanc, rouge, le manteau ouvert sur la robe, hante bel et bien les Québécois, les Québécoises qui s'aventurent jusqu'en Nouvelle-Écosse? La nouvelle Antigonish se déroule en 1969, donc les États généraux du Canada français, lors desquels le Québec a eu le courage d'officialiser sa rupture avec la francophonie canadienne au lieu de la ghoster, viennent tout juste de ça. Deuxième exemple, la force invisible. Donc, en deuxième lieu, je vais convoquer l'inconnu, qui est une force invisible qui apparaît dans les 3 lieux, un roman pour adolescents de Sylvie Desrosiers, que les gens de mon âge connaissent peut-être pour la série Not Dog. Alors ça, c'est un de ses livres plus récents, paru en 2008, qui se déroule au Nunavut. Donc, dès le prologue du roman, l'inconnu, qui a comme une sorte de voix intérieure, se décrit comme une sorte de fantôme. Donc, elle apparaît en italique, en fait, dans le roman. Ni l'un ni l'autre des personnages ne me voient. Pourtant, je suis là, toujours tout près. On peut presque me toucher
Si on a les doigts assez sensibles, quand ils glissent sur moi, on peut sentir un velours ou une fraîcheur ou parfois une chaleur, le chatouiller d'une plume, le trait râpeux d'une langue de chat. Donc, cette présence, l'inconnu est capable de se glisser, en fait, dans la peau des êtres vivants et des objets. Dans le roman, elle va se glisser dans la peau d'un chien blanc à pattes bleues qui rôde à Iqaluit. Et sous la forme de ce chien, elle va aider le personnage principal du roman, qui s'appelle Thomas. C'est un adolescent qui vient juste d'arriver au Nunavut du Québec pour essayer de retrouver son père qui a disparu. Donc, l'inconnu, sous la forme du chien, va lui permettre de rencontrer Uluriac, qui est une adolescente franco-nunavoise, qui va ensuite aider Thomas dans sa quête et dont Thomas va tomber amoureux, évidemment, et ainsi de suite. Donc, dans les trois lieux, Uluriac est présenté comme, je cite, l'une des 350 personnes sur 6000, selon le roman, à parler français au Nunavut. En ne nommant pas la communauté franco-nunavoise par son nom et en sous-estimant sa taille réelle, même pour 2008, l'année de parution du roman, Desrosiers participe à la représentation spectrale de la francophonie canadienne, qui apparaît dans le roman comme une sorte de présence-absence semblable à l'inconnu. Et ça, c'est un phénomène récurrent dans les œuvres de mon corpus. Les personnages québécois rencontrent des francophones d'autres communautés, relèvent que ce sont des francophones minoritaires de la francophonie canadienne, mais sont incapables de les identifier, de les nommer. C'est toujours un peu malaisant, et ce qui traduit à la fois une forme d'incompréhension, mais contribue aussi à leur invisibilité en quelque part dans ces récits-là. D'ailleurs, pour la parenthèse, j'avais trouvé que Sylvie Desrosiers a décidé d'écrire sur ce livre-là après avoir participé à un salon du livre qui avait eu lieu au Nunavut. Donc, c'est ça son lien à elle par rapport à la découverte un peu de la communauté francophone de cet endroit-là. Donc, encore là, il y a un lien un peu plus personnel, une expérience plus personnelle. On va passer à un autre roman pour adolescents qui s'intitule Camille de Patrick Isabelle. Celui-ci se déroule dans la péninsule acadienne et cette fois, il est plutôt question d'une maison hantée. Donc, une nuit, Camille, qui est le personnage principal, une Québécoise, et son cousin Mathis, qui lui est acadien, vont décider d'aller admirer les étoiles à la plage. Ils aperçoivent tout à coup, je cite, une lueur bleutée qui semble danser derrière la petite fenêtre de la vieille maison abandonnée qui se trouve juste à côté de la maison de leur grand-mère et dont tout le monde dit qu'elle est hantée. En s'approchant de la maison, ils entendent des bruits étranges, je cite encore, des pas, des bruits de pas dans la maison, des pas lents, lourds, puis un grand grincement, comme un hurlement qui vient briser le silence. On dirait que la maison crie de douleur, un long cri strident. Et à partir de ce moment, Camille, qui avait dit d'abord qu'elle ne croyait pas aux fantômes, va dire non, maintenant je crois aux fantômes. Le jour, elle est déjà hantée par son propre père. C'est un alcoolique violent qui, elle et sa mère, ont fui justement en se réfugiant au Nouveau-Brunswick au début de l'été, quelques semaines plus tôt. Dans son journal intime, elle écrit « Depuis une semaine, j'ai l'impression que mon père me suit, qu'il sait qu'on est ici, mais partout où je vais depuis, j'ai l'impression de voir son camion, de sentir son regard sur moi, et quand je suis seule, je me sens observée. » Et le roman porte beaucoup aussi sur la découverte de l'Acadie par Camille, qui n'était pas allée depuis qu'elle était toute petite, parce que bon, bref, toutes sortes de circonstances familiales ont fait en sorte, le contrôle du père aussi ont fait en sorte que les liens familiaux ont été rompus. Camille avait raison de se méfier parce que dans le temps présent du roman, c'est vraiment le début du roman, elle a disparu et la police enquête sur sa disparition. Sa veste a été retrouvée dans le camion de François, son père, qui effectivement était dans les parages. Donc la police va arrêter et interroger François, mais va le relâcher faute de preuves. L'oncle de Camille, par contre, va continuer à se méfier de François, le père. Je cite. L'oncle de Camille connaissait les circonstances qui avaient fait en sorte que Caroline, la mère de Camille, coupe les ponts avec sa mère et sa sœur, qui sont acadiennes, qui sont restées en Acadie. Il savait quel genre de vie elle avait pu mener en ville, dans son Québec si cher à ses yeux. Alors, à partir d'ici, donc dans ce passage, le Québec tient lieu de métonymie pour François, le père et le mari violents. Ce qui est cher aux yeux de Caroline, on comprend, c'est pas la province où elle s'est établie, mais son conjoint. À partir de cette figure de style qui prend donc la partie pour le tout, on peut donc interpréter le personnage de François comme désignant le Québec et on peut lire le roman comme une sorte de métaphore de la relation complexe entre le Québec et l'Acadie. En cherchant à résoudre la mystérieuse disparition de Camille, Mathis, son cousin, va découvrir que la maison hantée, là c'est là où on est dans l'explication du phénomène surnaturel, est habitée par Faustin, qui est en fait leur grand-père, qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie, parce qu'il avait été mis à la porte des années plus tôt parce que lui aussi était violent.
Donc, ensemble, Mathis et Faustin vont réussir à sauver Camille. À la manière de l'inconnu pour Thomas, Faustin, le fantôme, va devenir une autre figure spectrale pour Camille, c'est-à-dire, je cite, son ange gardien, son sauveur. Et donc, sa rédemption dans la famille laisse entendre qu'une meilleure relation pourrait éventuellement s'établir entre Camille et son propre père, et donc que les personnages acadiens pourront renégocier leur rapport au Québec. Alors, à la maison hantée succède la ville fantôme. Alors, dans Cadillac, de l'auteur Biz, qu'on connaît aussi comme membre du groupe Loco Locas. Dans ce livre, le personnage principal, Derek Lamotte, décide de faire un voyage de Montréal à Détroit. Encore ici, c'est un voyage réel que Biz a fait à Détroit. La photo de la couverture, c'est une photo que lui a prise à Détroit. Donc, encore là, on a un lien, vraiment une expérience personnelle. C'est quand même une mise en fiction, c'est pas de lui dont il s'agit dans le roman, c'est un roman très, très court, mais c'est quand même inspiré de ce voyage. Donc, depuis la faillite de la ville en 2013, Détroit est devenu un spectre d'elle-même. Alors, tandis que Derek, le personnage principal, arpente la ville à la manière, je cite, d'un archéologue qui découvrirait le tombeau de l'Amérique, l'œuvre va nous filer toute une métaphore spectrale pour rendre ses impressions de la ville. Donc, par exemple, on nous dit, je cite, les grands édifices art déco sont placardés. L'employé qui fait signe à Derek de monter dans le Michigan Theater converti en stationnement à étage ressemble à, je cite, un gardien de phare hanté. La Michigan Central Station, abandonnée depuis 1988, est, je cite, maintenant encerclée par une clôture barbelée, sans doute pour empêcher les fantômes de s'évader du passé. Donc, ce qui va se produire ensuite dans la toute fin du roman, c'est pendant le roman d'abord, à partir des ruines de Détroit, la narration va quand même exhumer une mémoire francophone, donc notamment en nommant les noms de rues francophones comme Montcalm, Beaubien et Lafayette. Puis aussi en relevant qu'il y a des plaques commémoratives qui ont été posées par, je cite, la French Canadian Heritage Society of Michigan, que Derek va remarquer, va lire et ainsi de suite. Déchue et démolie, la ville de Détroit apparaît donc comme une métaphore du Canada français qui refuse également de mourir tout à fait. Et ce qui reste de ce Canada français dans cet univers narratif est mis en valeur dans les dernières pages du roman, Au Rendez-vous, qui est un festival qui souligne l'héritage des Canadiens français, des Autochtones et des Métis du Michigan. Donc, Derek décide d'y participer avant de rentrer à Montréal pour renouer avec son identité et le folklore canadien-français. Il va donc très concrètement faire le plein de rigodons, de ceintures fléchées et de cabanes à sucre. Et en quittant le festival, revigoré dans son identité, il téléphone à Daisy, sa conjointe d'origine Wendat, pour lui proposer de nommer leur fils, elle est enceinte, en l'honneur d'Antoine Laumet, qui est le fondateur de Détroit et son ancêtre, évidemment. Donc, avant le voyage de Derek, le couple avait plutôt choisi de donner à l'enfant un prénom anglophone. Donc, avec ce nouveau prénom francophone, Antoine, l'enfant assurera en quelque sorte la survie des cultures canadiennes, françaises et Wendat, permettant ainsi au Québec d'échapper au destin fantomal de Détroit. Alors, en octobre 2018, exactement une semaine après l'apparition de Cadillac de Biz, Alexandre Soubliard publie un essai de fiction qui s'intitule La Maison Mère. C'est un essai assez étrange. Je dis essai fiction parce que sa réflexion est entrecoupée de scènes fictives d'action, vraiment comme si on était dans une série télévisée. Essentiellement, à la suite d'une panne de courant, Soubliard et ses chums sont plongés dans une espèce de Montréal post-apocalyptique pris d'assaut par des gangs et doivent défendre l'espèce de repère qu'ils ont et dont le surnom, la Maison Mère, en fait en quelque sorte une métaphore pour la mère patrie. Donc, il y a beaucoup de questions ici de défendre un pays, d'être armé dans ce livre-là. Et pour Soubliard, cette mère patrie prend les traits du Québec, mais surtout du Canada français, en fait. Donc, selon lui, les Québécois d'origine canadienne-française gagneraient à faire un pas en arrière pour recommencer à se voir en tant que Canadiens français. D'après lui, les États généraux du Canada français, lors desquels les Canadiens français du Québec ont choisi de se désigner comme Québécois, ont été un échec. Parce que le projet de souveraineté n'a pas vu le jour, les Québécois seraient devenus, je cite, des orphelins identitaires, puisque, je cite encore, sans drapeau national, sans passeport et sans armée, qui est très important pour Soubliard. Cette situation les aurait donc plongés, je cite encore, dans les limbes identitaires, cet espace entre deux où on erre.
Donc, dans ce livre, ce sont donc les Québécois et les Québécoises d'origine canadienne-française qui, coincés dans les limbes, sont condamnés à errer et non les francophones de l'extérieur du Québec. Donc, il y a une sorte de renversement qui se produit dans ce livre-ci. C'est pourtant les francophones de l'extérieur du Québec que la dissolution du Canada français a plongé dans un vide identitaire, ou les limbes, si on veut, les obligeant à se réinventer et à se doter de nouvelles identités provinciales ou régionales, qui ont d'ailleurs mené à la création de nouveaux symboles qui font l'envie de Soublière. Donc, pour sortir ces comparses québécois des limbes, Soublière travaille dans le domaine de la publicité, dans la fiction comme dans la vraie vie, propose carrément un rebranding de l'identité québécoise comme s'il s'agissait d'une marque de commerce. Le site Maison Mère, qui désigne aussi le siège social d'une entreprise, prend donc tout son sens. Dans la suite de l'essai, Soublière va chercher à vendre l'image associée à la marque canadienne-française tout en essayant de survivre dans le chaos de ce Montréal post-apocalyptique. Donc, le projet de rebranding tel qu'il est décrit englobe une partie des francophones qui résident ailleurs qu'au Québec. Je ne lirai pas nécessairement la citation, mais il reconnaît qu'il y a des francophones d'origine canadienne-française à l'extérieur du Québec qui nomment les franco-canadiens. Je ne suis pas certaine que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour se désigner soi-même comme individu, certainement pour désigner des associations, des institutions, des phénomènes. Je ne suis pas sûre que les gens se présentent comme ça, donc ça montre aussi un petit peu connaît pas très bien la francophonie canadienne. Et d'ailleurs, à aucun moment, Soublière, dont la mère est franco-ontarienne, et encore là, c'est son lien dans la vraie vie, c'est son lien dans le livre aussi, n'évoque la possibilité que de retourner à cette identité canadienne-française-là puisse contribuer à rapprocher les francophones du Québec et de la francophonie canadienne. Au moment où le roman paraît à l'automne 2018, vous vous rappelez que c'est plutôt les propos de Denise Bombardier à l'émission Tout le monde en parle, ainsi que les coupures importantes du gouvernement Ford, qui vont générer des élans de solidarité de la part du Québec pour la francophonie canadienne. Mais c'est pas dans le roman ou dans le livre de Soulière qui va par contre bénéficier de ces élans-là. Donc, la réception du livre a probablement été augmentée par ce qui se passait dans l'actualité à ce moment-là. Dans les derniers chapitres de l'essai fiction, Soublière et ses chums réussissent à quitter Montréal et à gagner le chalet de la famille maternelle, où ils prévoient former une communauté de survivalistes, essentiellement. Donc, le chalet se trouve, je cite, près d'un lac dans le parc de la Gatineau, du côté québécois de la rivière des Outaouais. Ce lac pourrait être le fameux lac Meech ou à proximité du fameux lac Meech de l'accord du même nom, qui devait servir à convaincre le Québec de réintégrer la Constitution canadienne tout en reconnaissant son statut de société distincte. Comme on le sait, l'échec de cet accord, qui n'est jamais entré en vigueur, a éventuellement mené au référendum de 1995, dont Soublière se souvient dans son livre. Donc, il va dire, par exemple, le lendemain du référendum, rien n'avait changé, les Québécois avaient encore raté leur rendez-vous avec l'histoire, on avait une autre défaite, et le terme québécois devenait à nouveau synonyme de défaite et était comme entaché, il va dire à un autre moment donné. Bon. Il est plutôt significatif, à mon avis, que Soublière et ses amis choisissent de battre retraite en Outaouais, près du lac Meech, comme s'il fallait revenir à ce lieu hautement symbolique, associé à un avenir perdu, pour réussir à sortir les Québécois et les Québécoises d'origine canadienne-française de ce qu'il décrit comme les limbes identitaires. Pour se rendre au chalet, ils vont traverser l'Est ontarien et Ottawa, mais sans non plus se questionner sur le sort des autres francophones ou des autres habitants de la ville, incluant les membres de sa famille élargie qui sont pourtant victimes de la même panne qu'à Montréal. À leur arrivée au chalet, les parents de Soublière sont déjà là. Ils ont réussi à faire la route de la Beauce, sont arrivés avant eux et les accueillent. Quelque temps après, par contre, là, je synthétise un peu rapidement, quelque temps après, la mère de Soublière va attraper une grave fièvre, une infection et va mourir. Donc, sa mort annonce à la fois la possibilité de créer enfin un monde nouveau, post-apocalyptique, mais peut-être aussi sans la francophonie canadienne dont il faut se couper pour de bon, parce que le roman sacrifie en fait le seul personnage ici de la francophonie canadienne, la mère, une mort qui vient allonger la liste de ces cadavres encore chauds qui peuplent la littérature québécoise récente. Parce que les francophones de l'extérieur du Québec disparaissent en fait souvent dans mon corpus. J'aurais pu vous donner d'autres exemples de ça. Alors, et avant d'oublier, je mentionnerai que j'ai laissé derrière plusieurs des livres sur lesquels je travaille, ceux dont j'ai parlé aujourd'hui, mais aussi d'autres livres au cas où vous auriez envie de les feuilleter, de voir un peu à quoi ça peut ressembler. Bon, ça va être mon dernier exemple pour aujourd'hui, puis on va passer à la conclusion. Donc, 6e section, l'écrivain fantôme. Je vais vous parler de L'homme de la Saskatchewan de Jacques Poulain, qui porte justement sur un écrivain fantôme, c'est-à-dire quelqu'un qui prête sa plume à quelqu'un d'autre, mais de manière anonyme,
Ici, l'écrivain fantôme s'appelle Francis. Il accepte d'écrire l'autobiographie d'Isidore Dumont, un joueur de hockey qui va bientôt intégrer les Canadiens de Montréal. Isidore Dumont est un métis francophone de Batoche, en Saskatchewan, et aussi le petit-neveu de Gabriel Dumont, je cite, le commandant militaire de la rébellion menée par Louis Riel en 1885. Donc, de Gabriel, Isidore a hérité d'une grande vigilance par rapport à la place et à la survie du français. Il veut écrire son autobiographie, ou la faire écrire plutôt par Francis, pour dénoncer le fait que la langue du hockey est devenue l'anglais à travers le Canada, incluant à Montréal. Isidore estime qu'il a lui-même subi de la discrimination à titre de francophone. Je cite, « D'après lui, son ascension à la grande ligne avait été retardée du fait qu'il était un Canadien français. » Donc, au lieu de demeurer invisible comme un fantôme, Francis va profiter de son rôle pour reformuler les revendications d'Isidore et les mettre au service du projet de souveraineté du Québec qu'il soutient. Alors, tandis qu'Isidore avait raconté qu'il voulait être repêché par les Canadiens de Montréal, je cite, comme tous les francophones du pays, tous les jeunes joueurs de hockey du pays qui s'identifient traditionnellement à cette équipe, Francis, lui, prétend qu'il souhaiterait, je cite, une équipe à l'image du Québec à laquelle les Québécois pourraient s'identifier. Donc, aveuglé par ses propres convictions personnelles, Francis n'arrive pas à concevoir qu'Isidore puisse vouloir une équipe à l'image non pas du Québec, mais d'une francophonie canadienne qui inclurait le Québec. D'ailleurs, la narration ne fait jamais entendre la voix d'Isidore, le seul personnage franco-canadien, autrement que par les entretiens que Francis et lui ont enregistrés ensemble sur des cassettes. Donc, on entend sa voix, mais parce qu'elle provient d'un enregistrement. Donc, le véritable fantôme du roman, quelque part, ce serait donc Isidore plutôt que Francis. En son absence, la francophonie canadienne, je n'ai pas le temps d'élaborer nécessairement là-dessus, mais dans ce livre-là, va être vraiment réduite à un rôle de lanceur d'alerte qui hante le Québec pour lui faire prendre conscience de la menace qui le guette, en fait. Alors, on va sauter le dernier exemple. On peut toujours en reparler durant la période des questions et formellement après. Alors, j'ai sauté quelques étapes aussi, je m'excuse. Résultat de l'autopsie. J'ai commencé par montrer que plusieurs chercheurs et chercheuses employaient la métaphore de la hantise pour décrire le rapport que le Québec entretient au Canada français et leur propre préoccupation à l'égard de cette question. J'ai ensuite posé l'hypothèse qu'une partie de la littérature québécoise contemporaine est hantée par le Canada français ou la francophonie canadienne. Puis, j'ai proposé de réfléchir à cette hantise à partir de l'anthologie telle que l'entendent Jacques Derrida et Mark Fisher, avant de disséquer avec vous quelques œuvres de mon corpus. Donc, il me reste à présenter les conclusions de mon autopsie sur cette multiplication de cadavres encore chauds et de figures spectrales qui hantent cette littérature québécoise récente. Pour ce faire, j'aimerais revenir à François Paré. Donc, dans l'un des passages les plus cités de son essai « Théorie de la fragilité », François Paré, qui est spécialiste des petites littératures et donc des littératures franco-canadiennes, va réfléchir à la dialectique de l'apparaître et du disparaître qui serait propre, selon lui, à la condition minoritaire. Il propose de nommer ce phénomène le clignotement. Voici ce qu'il dit. Apparaître, disparaître. Ces deux verbes apparemment inoffensifs, enracinés dans le spectacle et la magie, deviennent peut-être, dans l'analyse qui est alors faite de la minorisation, les effrayants syntagmes dans lesquels toute la vie des individus minoritaires se résume. Encore une fois, depuis une vingtaine d'années, il semble que toute l'institution culturelle en Ontario français soit traversée par la hantise de cette oscillation. Alors, revoilà notre hantise. L'appartenance à une culture minoritaire nous condamnerait donc à agir en fantôme, à subir la hantise d'un clignotement constant entre la présence et l'absence, la vie et la mort, l'apparition et la disparition. Selon Paré, la disparition, qui semble tragique, est en fait vécue souvent de manière triomphante parce qu'elle vient soulager les individus qui sont concernés. Il écrit: c'est qu'en elle, la disparition, le compte de la différence intolérable qui sépare la marge et le centre serait réglé. Elle serait ainsi devenue, dans la mesure du possible, une forme spectaculaire de l'invisibilité. Nous faire voir comme invisibles, voilà ce à quoi il me semble que nous aspirons au plus profond de notre être, dans la précarité la plus exacerbée, au-delà de toute prévision contre l'histoire de mort qui nous condamne. Et c'est lui qui souligne. Alors, se faire voir comme invisible, les minorités franco-canadiennes auront réussi puisque c'est par leur spectralité qu'elles surgissent dans les œuvres québécoises dont je vous ai parlé.
Ce n'est pas si surprenant lorsqu'on pense que l'un des textes franco-canadiens les plus connus au Québec est justement L'Homme invisible, The Invisible Man, paru en 1981 de Patrice Desbiens, qui a aussi été mis en tout cas, qui a été adapté pour la scène et qui a joué au Québec de cette façon-là. Patrice Desbiens habite d'ailleurs au Québec, publie au Québec depuis de nombreuses années. Dans la littérature québécoise récente, il me semble que cette spectralité sert à dire une forme de nostalgie du Québec à l'égard du Canada français, mais aussi à la fois sa curiosité et sa méconnaissance envers la francophonie canadienne, sa difficulté à la comprendre, à la saisir autrement que comme une présence-absence vaporeuse et évanescente. Cette spectralité sert aussi à dire la terre, la hantise de lui ressembler un jour alors que la francophonie québécoise, de plus en plus minorisée, semble rattrapée par un clignotement similaire. Lorsqu'on les aperçoit enfin, les spectres ne sont jamais vus pour eux-mêmes. Leur apparition suscite une double réflexion dans le sens de reflet et dans le sens de raisonnement. Vis-à-vis des spectres, les sujets québécois s'y réfléchissent, donc se voient, et se réfléchissent, donc se pensent. Et finalement, c'est peut-être surtout la spectralité québécoise, beaucoup plus que celle de la francophonie canadienne ou du Canada français, que ce corpus d'œuvres vient révéler. Voilà. Merci, Ariane. C'était intéressant, passionnant et très provocateur aussi à plusieurs égards. J'aurais moi-même plusieurs questions. Je vais peut-être me réserver quelques instants pour les poser. Mais si vous en avez donc dans la salle, c'est le temps donc de discuter avec Ariane. En ligne également, vous pouvez donc poser les questions, y compris par le chat. Donc, on pourra lire vos questions si vous préférez les entrer manuellement. Mais sinon, oui. Oui, dans le corpus que vous avez examiné, est-ce qu'il y avait des auteurs néo-québécois ou juifs ou musulmans ou d'origine vietnamienne, etc., des gens qui viennent d'ailleurs? Non, c'est vraiment des Québécois. C'est un phénomène qui semble intéresser surtout des écrivains et des écrivaines d'origine canadienne, française ou québécoise. C'est très blanc aussi. C'est pas pour dire qu'on n'aborde pas des enjeux de minorité raciale, mais c'est quand même un phénomène très blanc. Oui. Quand c'est fait, c'est assez maladroit, à mon avis. Ouais. Maladroit dans quel sens? Ben, avec des clichés, là. Par exemple, chez Biz de Cadillac, là, j'en ai pas beaucoup parlé, là, mais on est beaucoup dans le cliché. On est aussi dans l'aplanissement des différences entre ce que différents types de minorités peuvent vivre aussi. Ouais. Peut-être que ça vous permet de parler du 7e exemple. J'ai vu vite fait que c'était femme quelque chose. Est-ce que vous voyez un aspect genré à cette représentation-là du Canada français à l'extérieur du Québec, plus féminin, plus masculin? On dirait que c'est un peu plus féminin dans la représentation, mais je suis pas certaine. Encore que j'y pense, je suis en train de faire des lectures justement sur la hantise au féminin. En fait, c'est un livre sur la hantise dans la littérature anglo-canadienne, mais l'autrice parle beaucoup aussi de cette hantise au féminin, ce qui m'amène à y réfléchir dans mon corpus. Je ne sais pas encore si j'ai vu cette distinction-là de manière si frappante. Il y a beaucoup. Au contraire, je trouve des fois que c'est extrêmement masculin et patriarcal aussi. Il y a des choses très dérangeantes. Pour moi, par exemple, chez Biz, chez Alexandre Soulière, mais oui, il faudrait que je réfléchisse davantage. En ce moment, je pense que je suis encore heurtée par certaines choses, comme cette fascination pour Trump qu'Alexandre Soulière a dans ce livre paru en 2018, qui en ce moment, relire ça, en tout cas, c'est difficile. Sa passion pour les armes, sa passion, tu sais, cette idée-là d'avoir un pays à défendre vraiment, en tout cas, bref. Mais oui, je prends note de la question, puis c'est sûr que je vais continuer à y réfléchir, ça m'habite énormément. Lui qui a revendiqué une armure aussi. Oui. Vu que tu as mentionné que tu lisais un livre dans la littérature anglo-canadienne, est-ce que tu as remarqué s'il y avait un parallélisme avec, disons, le Canada anglais puis les anglo-montréalais? Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'auteurs en canadien anglais qui habitaient Montréal, puis maintenant, sont plus déplacés vers Toronto. Puis je me demandais s'il y avait comme un parallélisme, si eux, ils étaient hantés par le Québec. Je ne sais pas si c'est dans tes lectures. C'est pour ça que je suis en train de lire ce livre-là, qui part de la prémisse qu'on dit souvent que le Canada n'est pas vraiment une nation hantée. Puis elle vient remettre ça en question. Le titre du livre, je pense que c'est Dispossession. Le nom de l'autrice m'échappe. Celui qui est disponible à la bibliothèque, là, c'est moi qui l'ai, par contre, un certain. Je pense très lentement.
Et ce que je remarque en ce moment dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a beaucoup de gothisme. L'hantise dans son corpus est très gothique. Puis je suis pas sûre que c'est le cas dans mon corpus nécessairement, en tout cas. OK. Donc je poursuis. Il y a certainement beaucoup, c'est ce livre-là qui parle beaucoup des femmes aussi, qui m'amène à réfléchir à ça, mais ça se manifeste différemment dans les œuvres dont elle parle. Dans l'identification de ton corpus, au début, tu as mentionné que tu avais aussi étudié des bandes dessinées récentes. Donc, je me demandais s'il y avait des titres qui t'avaient donné en tête ou s'il y avait eu des ouvrages marquants dans ce genre-là. Celle que j'ai lue, c'est une enquête qui se passe en Saskatchewan par... Rebecca et Lucie mènent l'enquête. Oui, merci, c'est ça. J'ai aussi lu, il y a un livre de la série Paul où tout à coup, il y a une chanson de Lisa Leblanc qui est redonnée à la radio. Quelque chose comme ça. Je l'ai noté aussi. Fait que puis ça, c'est un exemple, en fait. Là. Quand je dis 50 œuvres, ça peut être juste ça, là, que l'auteur entend une chanson de Lisa Leblanc à la radio. Puis ça m'intrigue parce que Lisa Leblanc, en fait, c'est un de ces fil de transmission-là, en fait, entre la francophonie canadienne et le Québec, elle revient beaucoup, en fait. Donc, c'est là où j'ai 50 œuvres, mais des fois, c'est une page, c'est un passage, c'est un personnage, c'est une scène. Mais je relève que, c'est encore Lisa Leblanc ici qui sert de courroie de transmission, en fait. Donc, on le voit aussi. J'en ai pas parlé dans la présentation d'aujourd'hui, mais c'est sûr que ce phénomène-là est lié à ce qui s'est passé beaucoup en musique aussi. Donc, le fait qu'on a énormément de musiciens, d'artistes musicaux acadiens, même franco-ontariens de l'Ouest qui se sont démarqués au Québec dans les dernières années, à partir de 2008-2010. Radio, les Hey Babies, Lisa Leblanc, Daniel Robitaille. Ça a comme ouvert aussi le Québec à la francophonie canadienne. Puis je vois vraiment un lien entre les deux. Là. Il y a un livre qui est à l'arrière dont je n'ai pas parlé aujourd'hui qui s'appelle Toutes mes solitudes. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a deux versions, merci. On a deux versions du livre, en fait, parce qu'on a la thèse de maîtrise, c'est une thèse en création. Et la thèse en création, c'est ce que je défends dans le texte que j'ai écrit sur ce livre-là, est paru avant que Lisa Leblanc lance son album au Québec puis devienne. Donc, la thèse a été soumise juste avant, ou quelques années avant que Lisa Leblanc devienne big, disons, au Québec. Puis le livre est publié après. Puis il y a une référence à Lisa Leblanc qui change comme toute une section du livre, en fait. Là. En tout cas, bref, ça fait en sorte que les personnages bifurquent carrément de leur trajectoire par rapport à la première version du roman, vont à une espèce de festival de poésie bilingue, puis il y a en tout cas, plein de choses qui se passent tout à coup, puis c'est essentiellement l'effet, à mon avis, de Lisa Leblanc au Québec, c'est que tout à coup, on a un parallèle très clair, on a une référence très claire à Lisa Leblanc, et on voit l'effet sur le livre qui change carrément sa trajectoire. Bref, en tout cas, ça sera pour une autre fois, mais je ne sais plus pourquoi on parlait de Lisa Leblanc, mais en tout cas, bref. Si un jour, l'effet Lisa Leblanc, il m'a essayé d'un article académique, je vais le partager partout puis l'envoyer à tout le monde, comme personnellement. Mais ma question, c'était par rapport à ce que vous avez dit au début. Vous avez dit que les auteurs, chercheurs québécois qui, comme vous ou quelqu'un d'autre, fait remarquer cette tendance, sont comme, ne voient pas du tout. Est-ce que, et je ne sais pas dans le domaine de la recherche en littérature, comme qu'est-ce que la relation avec les auteurs des œuvres littéraires, comme est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu aborder avec des auteurs ou que vous avez entendu aborder avec des auteurs dans des entrevues à la télé ou dans des magazines, puis qu'est-ce que eux autres disent de ça? C'était plutôt dans le cadre de mon stage postdoctoral quand j'expliquais à mes collègues et à des chercheurs universitaires ce sur quoi je travaillais, puis les gens étaient vraiment surpris, ils me disaient « Ah, mais je pense pas qu'on parle de ça. » Je suis comme « Non, oui, on parle de ça. » Puis j'ai une bonne bourse pour parler de ça. Fait que, oui, fait que c'est plus là où je trouvais ça intéressant, ce refus, en fait, pas d'entendre ce que j'avais à dire, mais de constater le phénomène. Là. Puis pas chez tout le monde, parce qu'il y a évidemment des chercheurs et des chercheuses qui sont sensibles à ça, qui le remarquent. Là. Donc, mais j'avais aussi l'envers de la médaille, c'est ces gens-là qui me disaient « Je pense vraiment pas qu'on parle de ça chez nous, ça nous intéresse pas. » Et je demandais, est-ce que les auteurs comme du domaine de la littérature, est-ce que eux-mêmes comme remarquent cette tendance entre eux? Est-ce que vous êtes posé cette question? Est-ce que eux... Je suis pas certaine. J'ai l'impression que Jean Morentier et moi, on est un peu les seuls à s'intéresser à ça. Les auteurs, je pense, sont un peu dans leur bulle. Je suis pas certaine si eux voient la tendance qu'ils peuvent l'expliquer non plus. Je suis vraiment partie de traces, c'est-à-dire que je conçois ça
en fouillant, ce que je fais, dans le fond, c'est une analyse franco-canadienne de ces textes-là. Donc, je traque carrément la francophonie canadienne et le Canada français j'essaie de les voir là où ils pourraient être, là où ils sont et là où on les a pas vus, en fait. Mais c'est sûr que pour plusieurs de ces écrivains et écrivaines-là, c'est évident, c'est sur ça que porte le livre, là. Il y a un livre qui s'appelle La maudite québécoise, puis c'est l'histoire d'une fille qui arrive à Winnipeg, qui travaillait dans une association franco-manitobaine, puis qui parle de sa découverte de cette communauté-là, puis de tout ce qu'elle a eu aussi de cette communauté-là, puis évidemment aussi de ce qu'elle aime, éventuellement. Mais tu sais, donc ça peut être aussi très central puis encore là, c'est très autofictif, donc dans ces cas-là, c'est quand même flagrant chez ces personnes-là, mais je suis pas sûre qu'entre eux, il y a un effet de communauté. Ce que je remarque par contre, c'est que c'est un peu comme Sylvie Desrosiers, c'est beaucoup des fois les tournée littéraire, où il y a Vincent Vallière aussi qui a fait paraître un livre qui est justement un recueil de textes qu'il écrit sur la route quand il faisait la promotion d'un de ses albums, puis il découvre aussi la francophonie canadienne. Donc, on voit que le déplacement, les tournées, toutes les choses qui sont aussi souvent subventionnées par le gouvernement fédéral, donc les salons, tout ça. Mais ce sont des endroits où on se croise et ça a un effet sur les liens qu'on a avec le Québec et la francophonie canadienne, en fait. Donc, ça l'oblige, ça donne une raison de sortir du Québec et d'aller à la rencontre de la francophonie canadienne. Donc, des fois, ça marche aussi, mais c'est pas neutre. Oui, j'avais peut-être deux questions un peu similaires. D'abord, est-ce qu'il y a une tendance que, disons, certaines générations écrivent plus à ce sujet-là, disons des générations qui ont peut-être vécu le référendum ou des générations qui ont vécu, disons, Montfort ou d'autres crises qui ont traversé le Canada français? Ou est-ce que c'est plus généralisé et il y a toujours des crises, donc tout le monde peut en être familier? La majorité des auteurs et des autrices, on est dans les années 70-80, mais c'est aussi parce que c'est un phénomène que j'examine depuis les années 2005. Donc, ce serait les gens qui publient à partir de 2005. Et à cet effet-là aussi, il y a des gens qui sont nés après, avant, qui publient encore ou qui commencent à publier à ce moment-là, qui sont là aussi. Mais moi aussi, je me demandais, comme est-ce que c'est tous des gens qui regrettent le référendum ou qui sont déçus, et j'essaie de voir aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à consigner les dates de naissance, avoir les liens personnels à la francophonie canadienne, puis essayer de voir. Puis je suis pas encore certaine. Je trouve ça intriguant qu'il y ait tellement d'écrivains de différentes générations qui participent. Peut-être que les écrivains plus vieux ont une perspective un peu plus canadienne-française que franco-canadienne. Peut-être. Comme je pense à Jacques Klein, par exemple, qui est celui qui est né en 1937. On est vraiment dans un imaginaire canadien-français dans son œuvre, beaucoup plus que franco-canadien. Mais encore là, il y aurait des nuances à apporter. Il semble y avoir une forte représentation de la génération X, quand Oui. même. Oui. Mais ça sera de voir aussi ce qui vient plus tard. Ouais. Puis j'ai pas eu l'occasion de remonter avant 2005, mais et Céline Philippe et Jean Morancy disent qu'il y a aussi beaucoup d'œuvres des années 60 à 2005 qui portent là-dessus. À un moment donné, moi, il fallait que je me mette des balises. Je trouvais ça intéressant aussi ce qui se passait en musique puis l'effet que ça peut avoir. Fait que c'est les balises temporelles que je me suis mise, mais c'est sûr que si j'avais l'occasion, je poursuivrais puis je remonterais aussi. Oui, vas-y. J'avais juste une seconde question. Est-ce que vous avez remarqué cette tendance dans certains genres littéraires plus que d'autres? Est-ce que peut-être les genres littéraires pour jeune public, c'est plus courant? Est-ce qu'il y a des tendances de même qui se remarquent? Pas nécessairement. Là aussi, on est une grande variété de genres littéraires, des romans grand public populaires, des romans plus littéraires, si on veut. Je suis pas encore certaine. C'est ça que je trouve fascinant, en fait, dans ce projet-ci, c'est que j'ai une variété d'auteurs de différentes générations, hommes, femmes, etc. J'ai une variété de genres littéraires, puis malgré ça, certains des mêmes tropes reviennent. Donc, évidemment, la route, mais aussi la mort, les fantômes, etc., etc. Pas dans les 50 œuvres, mais il y a quand même des tendances qui se manifestent. Ouais. Ok, quelqu'un en ligne qui voulait... Donc, j'ai deux commentaires. Il y a quelqu'un qui a donné justement le nom de l'autrice de Dispossession, c'est Marlene Golden. Et puis, j'ai un commentaire de M. Jean-Louis Trudel. Donc, j'allais demander si, dans Cadillac de Biz, on rencontrait des Franco-Ontariens de Windsor. Si le récit évitait Windsor, on pourrait rapprocher cela du roman L'avenir de Catherine Leroux. Sinon, je note que sur leslibrairies.ca, un commentaire du roman Cadillac par une libraire débute ainsi.
Avec ce 6e livre de Biz, on redécouvre la culture québécoise à travers l'histoire de Derek, ancien joueur de hockey à la carrière avortée. Donc, je souligne cette culture québécoise. Exactement. Ouais. Donc, L'avenir de Catherine Leroux, c'est un livre que j'aime énormément, que j'espère, sur lequel j'ai pas encore travaillé, mais sur lequel j'espère travailler. Essentiellement, ça se passe dans un avenir alternatif où Détroit, en fait, serait une ville franco-ontarienne. Donc, il serait rattaché encore, puis l'Autriche, je suis une fan finie, là, je ne le cacherai pas, de Catherine Leroux. Elle invente aussi un français franco-ontarien pour son roman à partir d'ouvrages de linguistique. En tout cas, c'est extrêmement... Moi, j'ai vraiment aimé ce roman. C'est sûr que ça rentre entièrement dans mon projet. Donc oui, pour Biz, il va rencontrer des gens d'origine canadienne-française et qui se réclament de cette culture-là, mais qui parlent anglais. Et là, ça va soulever toute la question de est-ce qu'on peut appartenir à la culture canadienne-française si on a perdu la langue, si ce qui reste, c'est des ceintures fléchées, des cabanes à sucre, la soupe au pois, du rigodon, ainsi de suite. Puis ça, lui, je pense qu'en arrivant au festival, il aurait dit non, mais là, en voyant ces gens-là qui sont tellement fiers de leurs origines canadiennes-françaises, il va finir par se dire oui, finalement, il faut s'ouvrir à ça, ça fait aussi partie de la francophonie canadienne, ben, du Canada français, de la Franco-Amérique et ainsi de suite. Mais oui, il y a cette idée-là qu'on redécouvre la culture québécoise à travers. Oui. Puis l'autre chose que je dirais, vous l'avez peut-être vu, bon, je n'en ai pas parlé du hockey dans Cadillac de Biz, mais le hockey est aussi un autre espèce de vecteur qui sert souvent, on l'a vu avec l'homme de la Saskatchewan, qui sert à rassembler un peu les francophonies canadiennes ici. Merci Catherine pour le nom de l'autrice. J'avais peut-être juste une dernière question, barre oblique, réflexion, mais je trouve que la présentation était très intéressante, mais que les résultats n'étaient pas terriblement réjouissants pour les francophones des minorités francophones. Donc, comment on gère ça par rapport au processus de recherche, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement? Oui, ben en fait, je vais commencer par dire qu'un des plus grands problèmes que j'ai avec ce projet de recherche-là, c'est que le plus que je lis là-dessus, le plus que je me rends compte que la littérature est un art hanté, en fait. C'est une forme d'art qui est hantée parce qu'elle travaille beaucoup à partir d'intertextualité, de références et s'appuie sur d'autres textes. Fait qu'en partant, j'ai des fois de la difficulté à départir. Ça, c'est ce sur quoi je réfléchis beaucoup aussi, à départir ce qui est une hantise canadienne-française ou franco-canadienne ou une hantise tout court, parce qu'il y a beaucoup de fantômes dans la littérature en général. Quand on se met à en chercher, on en trouve beaucoup. Et c'est là où ça va dépendre de l'analyse que j'ai réussi à faire ou à pas faire. Des fois, est-ce que c'est vraiment un fantôme canadien-français, une figure spectrale canadienne-française ou non? Ça fait partie des questions que je me pose. C'est sûr que c'est pas ce que j'espérais trouver quand j'ai commencé à travailler sur ce corpus-là. En fait, si je me ramène à la demande de bourse postdoctorale que j'ai soumise, il n'était pas question de fantômes, de figures spectrales, de morts. Moi, je me réjouissais en quelque part de voir en fait, le projet est né beaucoup à partir de ma lecture de L'homme de la Saskatchewan quand c'est paru il y a quand même plusieurs années, où ça m'avait laissé sur ma faim, justement. Mais encore, je me réjouis de cet intérêt-là. Fait que c'est un couteau à double tranchant. Je suis intriguée qu'on existe dans la littérature québécoise récente, qu'on s'intéresse à nous, mais en même temps, les représentations ne sont pas super réjouissantes. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un intérêt, mais il y a une méconnaissance encore. C'est ça que ça nous dit, en quelque part. Fait que oui, j'étais à la fois un peu déçue peut-être, puis fascinée, vraiment fascinée quand je me suis rendu compte à quel point la mort, les fantômes, la hantise revenaient dans ce corpus-là, puis à quel point je pouvais travailler sur ce corpus-là à partir de cette figure-là. C'était comme désarçonnant, puis après ça, je ne pouvais plus ne plus la voir, en quelque part. Bref. Je vais me permettre peut-être de rebondir sur ce commentaire, question de mon côté, parce que j'ai moi-même fait il y a quelques années une étude sur la place qu'occupait la francophonie canadienne, la diaspora canadienne-française, etc., dans l'imaginaire des intellectuels nationalistes et souverainistes du Québec entre les États généraux du Canada français et le référendum de 95. Donc, c'est pas la même période que la tienne, mais ce que j'ai trouvé, puis ça pose des questions intéressantes parce que, bon, est-ce qu'il y a des approches, des imaginaires différents entre les littéraires et les intellectuels, mais moi, j'ai trouvé trois grandes figures. La première, c'était celle du repoussoir. Donc, ça correspond peut-être un petit peu là, à la spectralité que tu évoques. Donc, la francophonie canadienne comme une sorte d'avertissement prémonitoire. Voici ce que nous pourrions devenir si on y prend garde au Québec.
Il y avait la figure aussi de l'étranger, donc les francophones en Québec n'ont strictement rien à voir ni culturellement, ni historiquement, ni intellectuellement, donc avec ce qu'est le Québec fondamentalement et ce qu'il a toujours été. Mais aussi il y avait aussi la figure du frère. Et donc, j'étais étonné de constater, mais au-delà des États généraux du Canada français, à quel point la francophonie canadienne, le Canada français au Québec, pouvait continuer quand même de mobiliser des intellectuels nationalistes au Québec jusqu'aux années 90, jusqu'au référendum de 1995. Donc, j'ai trouvé que ces représentations étaient très diversifiées, très plurielles, comparativement à ce que tu nous présentes. C'est vraiment très univoque, beaucoup plus unidimensionnel. Si j'ai bien compris ce que tu nous présentes. Et peut-être un petit commentaire. Il y avait vraiment une différence de traitement entre les francophones à l'ouest, à l'ouest du Québec et l'Acadie. L'Acadie avait un potentiel de subjectivité politique nationale beaucoup plus élevé, donc c'était pas du tout la même chose. Je me demandais si, par rapport à l'Acadie, en ce qui est de l'Acadie, par rapport aux autres communautés, s'il y avait une différence de traitement globalement. Donc, ça, c'est fascinant, en fait, les trois figures, le repoussoir, l'étranger, le frère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vous ai présenté une partie du corpus sur lequel j'ai écrit, mais il y a une autre partie aussi, puis je dirais que dans l'ensemble, ces trois figures-là sont très présentes. Okay. Et des fois concomitantes. C'est-à-dire que des fois, c'est malhabile aussi. C'est-à-dire qu'on va prendre les francophones hors Québec comme des frères, mais vraiment, ils sont dépeints comme des étrangers. Comme le Québécois le prend comme un frère, mais vraiment, on voit ne comprend pas du tout la dynamique ou l'identité franco-canadienne. Et donc, le résultat, c'est qu'il est aussi présenté comme un étranger, en fait. Mais dans cet espoir de s'en faire un ami, en fait. Donc, un bon exemple de ça, c'est la Yukonaise, qui est à l'arrière aussi, je pense, de Mylène, en tout cas, son nom m'échappe, mais où la narratrice espère tellement devenir amie avec la franco-yukonaise qu'elle rencontre, puis elle voit juste les similarités entre elles, puis oublie complètement de tenir compte de ce qui les distingue aussi, en fait. Mais nous, comme lecteurs franco-canadiens, on s'en rend compte de la différence, puis on se rend compte du malaise du personnage franco-yukonais aussi. Donc, bref, oui, ça, c'est super intéressant. Pour ce qui est de l'Acadie, c'est sûr que la fraternité est définitivement plus là pour l'Acadie que pour les autres communautés francophones. Et bénéficie d'un traitement quand même différent, mais n'échappe pas non plus à des clichés. Il y a certainement beaucoup de clichés aussi dans la représentation de l'Acadie. C'est même presque plus facile de tomber dans les clichés d'être à ce niveau-là. Ouais. Il faudra m'envoyer la référence, Michel, parce que ça serait super utile. Plus Encore des questions, commentaires, peut-être. Dans le fond, on voulait savoir, tantôt, tu avais mentionné la BD Paul de Michel Rabhi. OK, je vais redonner. Est-ce que tu as le titre de la BD? OK. Marianne les aurait fait plus que moi. C'est la spécialiste de la BD. Je pense que c'est Mystère en Saskatchewan de Paul Girard, où c'est une mère et sa fille qui enquêtent. En 2023. C'est ça, chez La Pastèque. Et le Paul, est-ce que je l'ai noté dans mes notes ici? C'est Paul à la maison. Oui, paru en 2019 également à La Pastèque. Ça, c'est l'autre chose, c'est qu'il y a des maisons d'édition qui reviennent. Hein? Donc, je dirais que Boréal, le MEAC, c'est comme des portes d'entrée sur la francophonie canadienne ou le Canada français. C'est des maisons d'édition qui sont comme plus ouvertes à ça peut-être que d'autres. Mais les nouvelles maisons d'édition sont aussi très représentées aussi, là, je dirais. Des fois, Alto, Édition de ta mère. C'est encore là une grande variété de lieux de publication, mais le MEAC et Boréal se démarquent. Ce sont aussi des maisons d'édition qui ont accueilli beaucoup d'écrivains franco-canadiens chez eux. Donc, France Daigle, Antonine Maillet, il y a plusieurs auteurs, autrices qui publient chez Boréal et le MEAC, pas seulement par contre. Je sens qu'on pourrait continuer encore pendant un bon moment. Je vous invite à vous servir, si ce n'est déjà fait, poursuivre la conversation avec Ariane, qui, espérons-le, pourra rester plus longtemps avec nous. On n'est pas pressé, vous êtes chez vous, vous passez l'après-midi, vous faites ce que ça vous tente. Donc, merci énormément, Ariane, pour cette conférence extrêmement stimulante. On va lire les résultats éventuellement donc, de ce projet. Moi en particulier, ça va m'interpeller particulièrement. Une dernière petite annonce peut-être avant que les gens se dispersent côté bar, si vous voulez. J'en profite donc pour vous annoncer la tenue de notre
prochaine activité qui aura lieu donc le 6 février à midi, ici même au CRCCF. On va accueillir cette fois notre collègue du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, Marie-Claude Tifo, qui va nous présenter une conférence intitulée L'assemblage d'une histoire scientifique qui est un récit scénaristique, raconter autrement les parcours de vie psychiatrique en Ontario français. Donc, on espère encore une fois vous y voir en très, très grand nombre, en présentiel, en ligne, etc. Merci encore une fois de votre présence et on se revoit très bientôt.